Introduction, je parlerai du plan scientifique, bien sûr, en fait par rapport au rapport 1.5 qu'on a publié en octobre 2018, un rapport spécial, puis je finirai par quelques messages clés. En fait, lorsqu'on parle de changement environnemental global, nous avons des interactions, des transformations, aussi bien donc de la Terre, des océans, de l'atmosphère, qui sont motivées par des processus aussi bien socio-économiques que naturels, qui sont très impliqués. Vous voyez sur cette figure ici la complexité des enjeux, ainsi que les interactions qu'ils peuvent avoir, puisqu'il y a ces phénomènes de rétroaction aussi. Et la réflexion porte aujourd'hui sur les changements à l'échelle planétaire, mais aussi ceux qui soutiennent, en fait, ceux qui servent aussi de support de vie sur la Terre. Ici, je rappelle un peu la formidable aventure, en fait, des sciences liées au climat. Le climat est dans notre vie depuis l'Antiquité, hein, donc c'est resté une préoccupation humaine. Au Moyen-Âge aussi, et à partir du XVIIe siècle, on a eu les premiers instruments météo. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, bon, toute la physique des fluides, la thermodynamique, les transports radiatifs ont été bien documentés, bien assis. À partir du XIXe siècle, donc, on a des réseaux pour les problématiques de glaciation, mais aussi les premiers travaux sur l'effet de serre en réalité. Mais depuis le XXe siècle, bon, on a une capacité de calcul qui s'est améliorée avec les supercalculateurs, les problèmes de datation. Les satellites sont... Maintenant, on assimile les données de satellites dans la modélisation climatique et on a donc cette formidable aventure. Ici, la préoccupation, c'est toujours en fait d'observer, de comprendre bien sûr les mécanismes, de les modéliser, mais aussi le climat reste aussi une science très ouverte, très transparente, mais aussi dans la rigueur scientifique. Par rapport au contexte africain, l'Afrique reste assez particulière, mais c'est l'Afrique encore. Donc, on y compte environ 30% des minéraux de la planète. C'est le plus vieux continent, mais aussi le deuxième plus vaste continent après l'Asie. On a des ressources en eau, le plus long fleuve, mais aussi le plus ancien désert et le plus grand désert aussi, le Sahara et le Namib sont chez nous. 31% des pâturages africains et 19% des forêts, des terres boisées sont considérées comme dégradées. Les terres arides représentent environ 60%. 10% des sols agricoles sont de premier choix, alors que 25% sont de choix faibles à modérés. Et enfin, les forêts représentent 20% de notre superficie. Et des défis, il y en a beaucoup, parce que la pauvreté reste un défi. Les maladies, la famine, les conflits armés, l'éducation, l'énergie, la désertification, la déforestation, les problèmes de migration, de changement climatique restent une préoccupation majeure. Et tout à l'heure, le professeur Babatunde parlait de l'énergie. Par exemple, donc, quand on prend un des derniers Africa Energy Outlook, au cours des 5 dernières années avant cette publication, pratiquement 30% des découvertes en matière de pétrole et de gaz étaient sur le continent africain. Et bizarrement, on a un potentiel en énergie renouvelable hors pair. L'énergie éolienne est ici représentée, l'énergie hydroélectrique, l'énergie solaire, tout le continent on peut en faire. Et paradoxalement, jusqu'à présent, on a presque 700 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Et pourtant, le potentiel est là. Ça, c'est un défi majeur. Mais ce défi aussi, il faut le considérer par rapport aussi au changement climatique parce que l'énergie est un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on doit faire de l'énergie propre. Le plan scientifique qui traite donc du changement global en Afrique, il décrit assez bien donc, les domaines de recherche en réalité prioritaires pour nous, mais aussi il donne aussi il décrit assez bien les recherches fondamentales dont nous avons besoin pour des secteurs bien précis, avec des décisions convaincantes. Par exemple, si je prends le cas du secteur du changement climatique, on va jusqu'à proposer des décisions dans ce sens. Il est bâti autour de 5 piliers. Ce plan scientifique changement global, il est bâti autour de 5 piliers. D'abord, la problématique de la dégradation des terres, les pertes de la biodiversité et le bien-être humain, avec un objectif de répondre à l'impact, la dégradation des sols et la perte de la biodiversité sur le bien-être humain. Le deuxième pilier va traiter des changements climatiques, donc avec l'impact du climat sur les précipitations, mais aussi sur les ressources en eau, parce qu'on voudrait voir qu'est-ce qui va se passer sur cet aspect précis. Ensuite, le troisième axe, le troisième pilier traite de transformer l'agriculture africaine pour la sécurité alimentaire dans un climat en mutation. Donc déjà, on pense aussi au changement climatique par rapport à l'agriculture. Le quatrième pilier va traiter de l'océanographie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du climat comme on veut. Climat et océanographie, ça va ensemble parce que nous avons des téléconnexions. Donc, le quatrième pilier va se consacrer essentiellement
à cette problématique sur l'océanographie en Afrique. Et le dernier pilier va traiter de la pollution atmosphérique et son impact en milieu urbain. Donc, c'est ici un objectif de comprendre mieux les effets de l'urbanisation sur la pollution atmosphérique. Nous voyons dans nos villes, comme disent mes parents ivoiriens, des voitures France au revoir, c'est des voitures de seconde main qui sont là, qui sont dans le parc automobile de nos pays, mais avec aussi des émissions plus élevées. Et cela a un impact sur la santé humaine. Nous avons 4 plans scientifiques, comme disait le président tout à l'heure. Mais ces plans aussi se parlent. Et ici, sous cette figure, on voit les principaux liens entre les différents plans qui sont entre parenthèses, Energy System, Natural Hazard, Health, Energy System here. En fait, tout ce qui est en gras, ça permet de voir les thématiques et comment cela interagit. Donc, chaque plan n'est pas indépendant. Les plans se complètent, mais chacun a bien sûr un domaine bien précis sur lequel il porte cette réflexion. Pour en venir, pour basculer maintenant sur la partie changement climatique spécifiquement, depuis la signature de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique en 92, la CNUC, beaucoup de chemin a été parcouru. Bon, il y a eu le protocole de Kyoto, il y a eu bien sûr le mandat de Durban, l'appel de Lima, et bon, on tombe sur les accords de Paris, sur l'accord de Paris en 2015 à la COP 21. C'est juste quelques étapes. À Paris, tout le monde était content parce qu'on avait un accord. Bon ou mauvais, on avait un accord. Parce qu'on se souvient, avant d'aller à Paris, on avait la grande déception de Copenhague. Parce que Copenhague, on n'est peut-être pas tombé d'accord. Mais là aussi, il s'est posé un débat en termes de cible. Est-ce qu'il fallait faire tout pour arrêter les émissions, pour ne pas dépasser 1,5 ou bien, écoute, on peut aller jusqu'à 2 degrés d'augmentation de la température. Et le GIEC aussi a cette capacité de s'autosaisir et de dire, ben, écoute, au moment où nous en sommes, voici l'état de la science, voici ce que la science dit par rapport à 1 degré. Et donc, c'est de là qu'est né ce rapport spécial 1,5, qui est le premier rapport spécial du 6e cycle d'évaluation des rapports sur le climat. Et donc, en fait, depuis la période pré-industrielle, les activités humaines, quand même, ont provoqué un réchauffement d'au moins 1 degré. Et au rythme où nous allons, nous savons que nous atteindrons 1,5 entre 2030 et 2050. Mais 2030, nous sommes aujourd'hui en 2019. 2020, c'est l'année prochaine. 2030, c'est pour bientôt. Voilà. Et donc, il faut quand même regarder avec acuité ce réchauffement climatique-là. Et ici, si les émissions de CO2 atteignent le net zéro en 2055, l'effet sur le climat et les autres facteurs peut être réduit après 2030. Mais au moment de la manière dont les choses évoluent, les émissions ne diminuent pas rapidement, la probabilité de limiter ce réchauffement à 1,5, écoute, je ne dis pas que c'est un espoir qui est né, mais en tout cas, il y a très peu d'espoir qu'on ne puisse pas dépasser cela. Là, voici la vérité des chiffres. Et selon que nous soyons dans un mode 1,5 ou mode 2 degrés, on n'a pas les mêmes significations en termes d'impact ni d'ampleur des phénomènes. Ici, vous avez le réchauffement pour 1,5, et là, c'est pour 2 degrés. Ici, on a les intensités de précipitation. Selon que nous sommes dans un mode 1,5 ou 2 degrés, les choses vont changer. Vous voyez ici beaucoup de rouge. En fait, ici, on a le nombre de jours très chauds, la température des jours les plus chauds, mais aussi la température des nuits les plus froides. Est-ce qu'on aura encore des nuits froides? Il faut se poser la question à l'avenir. Pour 2 cas précis sur l'Afrique, sur le Sahel, en fonction donc des différents types de températures qui sont ciblées, pour la mousson, même s'il y a encore des incertitudes, le fait que la mousson se renforce pour l'Afrique de l'Ouest, ça reste très faible. Et nous savons que c'est la mousson quand même qui amène une partie de la pluie en Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup moins de pluie. Donc nous devons faire attention. Par rapport aux vagues de chaleur, elles pourraient augmenter. Et c'est aujourd'hui en milieu tropical une problématique très documentée parce que c'est une réelle menace pour la santé publique. Par rapport à la sécurité alimentaire, donc pour le maïs et le mil ici, nous serons face à des problèmes d'insécurité alimentaire. Bien sûr que pour la malnutrition, ça se comprend. Quand vous avez des problèmes d'insécurité alimentaire, automatiquement la malnutrition aussi prend un coup. Pour l'Afrique australe, pour les ressources en eau, donc nous aurons probablement une baisse de ces ressources en eau. Par rapport aux vagues de chaleur, elles devraient augmenter aussi, ainsi que le taux de mortalité qui sera associé à ces vagues de chaleur. Et par rapport aux préoccupations liées à l'agriculture et à l'élevage, nous aurons de grands risques en fait, que ces 2 secteurs soient durement touchés par les changements climatiques. Donc nous devons aussi revoir des trajectoires. Et aujourd'hui, par rapport à 1,5,
les émissions de CO2 devraient diminuer de 45% en 2030 par rapport à 2010. Et nous devons atteindre au moins le net zéro en 2050 pour avoir des résultats plus bénéfiques que ce que nous avons maintenant. Mais cela pose aussi les questions de choix de développement que nous devons emprunter. En termes de transition, il faudrait que nous puissions mettre le focus sur le système énergétique, mais aussi travailler sur une large palette de technologies. Les secteurs du transport et du bâtiment, qui sont des secteurs à forte émission de gaz à effet de serre, devraient aussi transformer pour pouvoir arriver à des baisses de ces émissions. Nous devons pouvoir changer de comportement, augmenter les investissements pour les options bas carbone et pour une meilleure efficacité énergétique. Et vers 2050, il faudrait que nous puissions arriver à mettre dans le secteur de l'électricité 50 à 80% en fait proviendraient des énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment l'idéal pour y parvenir. Le climat est en péril. Je vais en finir bientôt. C'est une préoccupation qui nous agite nous tous. Actuellement, chaque demi-degré compte, chaque année va compter, mais aussi chaque choix va compter. Donc, maintenant, l'heure presse, et on n'a plus le temps de ne pas penser à cela. Il y a un besoin urgent d'actions ambitieuses. Mais les engagements nationaux qu'on a pris par rapport à l'accord de Paris, donc dans ce qu'on appelle les CDN, mais c'est des engagements nationaux insuffisants pour le moment. Et pour éviter de dépasser 1,5 de réchauffement, les émissions de dioxyde de carbone devraient diminuer de manière substantielle avant 2030. Comme on dit en anglais, it's a compulsory. Donc nous parlons de changement de paradigme. Nous parlons aussi d'adaptation transformationnelle. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas parler d'action ambitieuse, de changement de comportement, de changement de trajectoire de développement, sans parler de science. Il faut que la science aussi ait sa place. Et c'est ça aussi l'avantage que nos académies s'investissent et font créer ce qu'on appelle les enabling conditions pour qu'aussi nos politiques puissent prendre au sérieux le problème. Et ça, ICSU y travaille, le bureau régional y travaille, mais aussi l'Académie du Sénégal y travaille. Et là, pour ce faire, nous devons renforcer et construire le capital humain. Pour bien faire la science, il faut être bien formé. Pour bien être formé, il faut quand même aussi avoir un certain standing d'université. Aussi, il faudrait que l'infrastructure de recherche puisse être adéquate et adaptée par rapport à cela. Nous devons communiquer plus efficacement entre science et société. Faire comprendre aux gens pourquoi aujourd'hui nous devons faire des choix et des choix qui s'imposent. Développer des liens forts entre la science, les politiques et les pratiques. Et nos académies s'activent sur ce champ-là. Renforcer les liens entre l'éducation, la recherche, mais aussi ce partenariat, ce networking entre les chercheurs du continent. Il faut renforcer cela. Développer aussi des stratégies nationales de recherche claires, mais qui prennent en compte les priorités de développement. Parce que nous devons faire de la science utile, de la science qui réponde aux questions de développement. Sur ce, je vous remercie.